femme d'ombre, femme de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Linda Gale Arrigo. Bonjour et bienvenue dans ce 4e et dernier épisode en compagnie de Linda Gale Arrigo, une chercheuse et anthropologue originaire des États-Unis qui a passé beaucoup de temps à Taïwan. Elle est arrivée d'abord dans les années 60 et elle nous a partagé au cours des derniers épisodes son observation de la lutte pour la fin de la loi martiale et puis de la société, des relations entre hommes et femmes notamment, ou avec les parents et leur évolution au cours des 60 dernières années. Après avoir parlé des habitudes de structure de famille, quand on en arrive à l'actualité, c'est impossible de ne pas évoquer le fait que de plus en plus de personnes décident de ne pas avoir d'enfants. Alors est-ce que c'est par pessimisme ? Elle a vu le baby-boom, elle a vu la population mondiale doubler et elle a ses théories à ce sujet. Je ne pense pas que les femmes n'aient pas d'enfants aujourd'hui par pessimisme, mais qu'elles font ce choix d'une part parce que la technologie est disponible et d'autre part parce qu'elles ne veulent pas réaliser ce travail si elles ont une autre option. Mais je voudrais aborder un autre aspect de la question. Il s'agit d'une critique plus radicale qui ne correspond pas vraiment au féminisme actuel, mais qui est que toute la structure de la société force les gens à ne pas avoir d'enfants. L'éducation devient une véritable montagne, la société est de plus en plus hiérarchisée, il est impossible d'atteindre un bon niveau sans être éduqué, voire suréduqué, et avoir fait des études supérieures. On peut alors gravir les échelons et obtenir un très bon salaire. Si vous discutez avec les employés de la zone industrielle de Hsinchu, qui travaillent dans le secteur informatique et qui font avancer les technologies, vous verrez que leur journée de travail est de 9h à 21h. Ils ont une pression incroyable. Si vous prenez les professionnels de la santé, par exemple, qui occupent des postes les plus élevés, combien d'années d'études ont-ils fait ? Ces gens travaillent 60, 70, 80 heures par semaine. On peut donc dire que les personnes qui occupent les plus hauts échelons de la hiérarchie sont privées d'une grande partie de leur vie. Elles sont privées des années où elles pourraient s'attendre à fonder une famille, à avoir une femme ou un mari et à avoir des enfants. C'est un sujet auquel Linda Gale Arrigo a réfléchi à la fois en tant qu'anthropologue et à la fois tout simplement en observant ses chats. J'ai une autre opinion qui est que ce que l'on fait subir aux jeunes d'aujourd'hui est une véritable violation de la nature humaine. Et je le dis aussi d'un point de vue anthropologique. Je le dis en observant mes chats. Leur cycle de vie est plus court et ce petit mammifère est très proche de sa mère. Puis, à la puberté, il est moins proche de sa mère et recherche le sexe opposé, un besoin extrêmement puissant. Les femelles se reproduisent et les mâles développent également une certaine affection pour les bébés. C'est bien connu pour les hommes, leur équilibre hormonal change lorsqu'ils s'occupent des enfants. Et ils maintiennent ce modèle familial pendant longtemps jusqu'à un âge avancé. Je pense donc que le système éducatif et le système d'emploi en général violent notre nature de mammifère. Les gens sont contraints de repousser la reproduction naturelle. D'autre part, avec l'âge, on se fige dans ses habitudes et on ne parvient plus à s'adapter à un partenaire. Hommes et femmes s'habituent à l'absence de partenaire. Je pense qu'à partir de 30 ans environ, les gens ont traversé une sorte de transition et leurs préoccupations et leurs réactions émotionnelles sont différentes. Je n'ai vu aucun anthropologue le prouver, mais c'est ce que je pense. Les gens sont contraints de dépasser l'âge où ils formeraient un cycle émotionnel et reproductif normal. C'est aussi lié bien sûr au changement de rythme au quotidien et au changement de tâches et de liens que l'on a avec les membres de sa famille. Je pense que cela a des conséquences sur la santé mentale. Un aspect très important pour les personnes qui ont des enfants est que cela donne un sens à la vie, en investissant dans une autre personne et que cette personne se sente investie en elle. Je pense que c'est réciproque. Les enfants d'aujourd'hui n'ont pas le sentiment que quelqu'un s'investit en eux, qu'il y a une mère qui les aime. En même temps, ils ne se sentent pas capables de s'investir dans une autre personne. Je le dis simplement en écoutant les gens parler et en repensant à ce qu'on me disait il y a 30 ou 40 ans, lorsque dans les familles paysannes, un fils disait « Ma mère prenait vraiment soin de moi, elle me préparait le petit déjeuner quand elle m'envoyait à l'école, elle me donnait un panier repas et un œuf chaque jour. » Ils voyaient leur mère s'occuper des tâches ménagères, de la cuisine, ils ressentaient l'amour de leurs parents qui travaillaient très dur. J'ai fait beaucoup d'entretiens anthropologiques,
de récits de vie au cours de ma vie, et c'est ce que l'on peut particulièrement remarquer chez les personnes qui ont grandi dans les années 50 et 60. Un très fort sentiment d'identité et de proximité avec leur mère et leur père aussi, et ils pouvaient voir le travail que leur mère faisait pour eux. Je ne pense pas que ce soit encore le cas maintenant. Je ne fais pas toujours le même type de recherche, mais j'ai aussi discuté avec des conseillers pédagogiques qui m'ont parlé d'élèves suicidaires. Par exemple, un enfant qui vient d'une famille très riche, qui vivait dans un environnement très luxueux, mais dont les parents sont divorcés, sans mère et sans soins personnels, a tenté de se suicider. On a du mal à imaginer cela pour la génération précédente. Ce genre de cas existe, mais je ne suis pas vraiment d'accord avec l'affirmation qu'on ne voit plus de mères ou de parents s'occuper des enfants, faire à manger, passer du temps avec eux. Même pour ma génération, donc qui est après celle de Linda Arrigo, vous l'aurez compris, c'est encore fréquent de voir des parents cuisiner tous les jours et je suis convaincue que les jeunes parents d'aujourd'hui font aussi de leur mieux. Après, ça peut ne pas être toujours suffisant dans des situations parfois difficiles, ou bien ce qu'on pense être le mieux n'est pas toujours ce dont l'enfant a besoin. On n'a pas parlé de violence envers les enfants dans cet entretien non plus, mais à Taïwan, les punitions physiques des enfants sont fréquentes. C'était encore la norme pour ceux qui sont maintenant des jeunes adultes. Plus de 92% des adultes ont subi des punitions corporelles, selon une étude de la Ligue de protection des enfants publiée en 2020. Je voulais juste nuancer un petit peu cette affirmation qu'avant, on sentait mieux l'amour de ses parents. C'est juste un amour qui se montre peut-être de manière différente. Ensuite, Linda Arrigo évoque aussi d'autres facteurs qui pourraient contribuer au fait que les jeunes adultes n'ont pas envie d'avoir d'enfants actuellement. Les femmes disent souvent « je ne veux pas d'enfants, je ne me sens pas prête à en avoir et je m'en fiche ». Bien sûr, les gens n'ont pas grandi avec des petits frères et petites sœurs, ni avec des mères qui occupaient ce rôle, ça crée un manque de modèles. On voit bien que l'idéal aujourd'hui est pour tout le monde d'avoir une carrière. En réalité, tout le monde ne peut pas avoir une carrière. Tout le monde ne peut pas suivre ce long parcours scolaire et réussir. Maintenant, tout le monde va à l'université à Taïwan. On leur impose d'avaler beaucoup d'informations, mais ils résistent. J'ai vu des situations très difficiles d'étudiants qui résistent à cette éducation forcée. Le niveau de vie est élevé, mais ça ne s'annonce pas joyeux pour la vie personnelle et psychologique des gens. Quand j'enseignais à l'université de médecine de Taipei, les enfants ressentaient encore fortement la pression des attentes parentales. Combien d'entre eux parviennent à s'en défaire et à devenir des artistes ou des musiciens? Je ne sais pas. À Taïwan, on voit qu'un petit nombre de jeunes retournent à la campagne pour chercher un travail non intellectuel. C'est une tendance observable. That kind of trend has been noticed. Pour conclure, j'ai aussi interrogé Linda Arrigo sur ses projets de recherche actuels. La plupart de mes projets concernent la préservation culturelle, mais je suis très attentive à la recherche mondiale sur l'ADN et aux incroyables résultats de l'étude des ossements retrouvés il y a 10 000 ans, voire plus. L'ADN a été analysé jusqu'à 50 000 ans pour les humains et même jusqu'à 300 000 ans pour les animaux. Dans les régions très froides et sèches, il est parfois possible de le préserver, mais la technologie s'améliore sans cesse, ce qui nous permet de mieux comprendre l'évolution humaine. Les conceptions raciales ont beaucoup évolué. Par exemple, les archéologues affirment aujourd'hui que, selon l'ADN, il y a 10 000 ans, les Européens avaient probablement la peau brune ou noire. Certains ont développé les yeux bleus il y a peut-être 10 000 ans, puis c'est devenu de plus en plus courant, peut-être grâce à un avantage génétique permettant d'absorber la lumière du soleil. Mais les théories raciales sont bien différentes. La Chine affirme depuis des générations que tous les Chinois sont les descendants des empereurs Shun et Yu qui ont maîtrisé les eaux et qu'ils sont les descendants du dragon. Or, l'analyse ADN a démontré que le patrimoine génétique de la Chine du Nord est très différent de celui de la Chine du Sud et le peuple Han s'est étendu et a assimilé les tribus voisines depuis 3000 ans. Il ne s'agit donc pas d'un patrimoine génétique chinois unique comme la Chine voudrait en convaincre Taïwan. Et à Taïwan, est-ce qu'il y a des études similaires qui sont réalisées ?
Il y a des nouvelles découvertes à Taïwan, mais je ne suis pas vraiment au courant. Je souhaite montrer ce qui a été fait ailleurs, car Taïwan n'a malheureusement pas vraiment fait un très bon travail pour préserver ce qui pouvait l'être et pour mener des recherches dessus. Par exemple, le cimetière de Nanshan, le plus ancien et le plus grand de Taïwan, au sud de Tainan, est sur le point d'être détruit. Il y a eu 5 ou 6 ans de lutte pour sa préservation et la dernière décision du gouvernement est sa destruction. C'est tout à fait scandaleux. Il serait peut-être possible de le réaménager, mais cela ne devrait se faire qu'après des fouilles archéologiques approfondies. Les familles des enterrés veulent en général que leurs tombes soient préservées, mais les habitants du voisinage ne veulent pas avoir un cimetière près de chez eux. Les cimetières à Taïwan sont en général assez mal entretenus, comparés à l'Europe ou aux États-Unis. À Taïwan, c'est plutôt un lieu semi-sauvage, parfois à flanc de montagne, que les gens évitent. Et puis, il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de superstitions autour des cimetières. Des fantômes pourraient venir vous voir et surtout éviter les cimetières la nuit, au coucher du soleil. La culture chinoise et la culture taïwanaise ont une contradiction. On respecte profondément ses propres ancêtres, mais les ancêtres des autres sont des fantômes et on ne veut pas y toucher. Mais ces anciens cimetières contiennent à la fois de l'ADN précieux pour la recherche, mais aussi des tombes magnifiques, anciennes, qui ont une grande valeur culturelle. Dans le cas du premier cimetière de Xindian, près de Taipei, ils ont d'abord présenté le projet d'aménagement comme un parc. Ensuite, ils ont créé un parc très rudimentaire, sans grand effort. Nous avons lutté pendant 5 ans pour tenter de sauver une grande partie des pierres. Des entreprises privées ont pu en préserver une centaine. Mais ce n'était pas là toute la beauté de ces magnifiques tombes d'il y a 2 siècles et de l'époque japonaise. Il y avait tout un demi-cercle avec des sculptures, des dieux et toutes sortes de trésors. Nous avons ensuite découvert que le site n'avait jamais fait l'objet d'une évaluation environnementale parce que la ville du Nouveau Taipei l'avait divisé en 2 pour le rendre un peu plus petit que ce qui est requis pour une évaluation environnementale, alors que beaucoup d'éléments auraient dû être préservés. Plus tard, après la construction de ce parc, on a appris que l'ensemble allait être loué à une zone industrielle. Ils étaient censés payer un loyer, mais le gouvernement allait leur accorder une subvention colossale. C'était donc un arrangement entre amis. Tout ce qu'ils ont dit publiquement n'était qu'une dissimulation et rien n'avait été approuvé pour la préservation culturelle. C'est une vraie déception. Des pierres vieilles de 200 ans auraient dû être préservées et ils les ont brisées et enterrées. Pour en savoir plus sur les tombes et les pratiques funéraires, je vous invite à écouter les épisodes de Sasa dans sa série Taïwan dans toute sa diversité autour de ce sujet. Il y en a déjà eu quelques-uns et puis il y en aura d'autres plus tard, notamment aussi avec Linda Gale-Arrigo qui rejoindra Sasa pour approfondir ce sujet. C'était un épisode de Femmes d'ombre, Femmes de lumière présenté par Florian Dai pour RTI. Merci de votre écoute et à bientôt.